Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission bimensuelle autour du concept du bien travailler. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur l'expérience client, mais alors d'un point de vue des entreprises B2B. Est-ce qu'une entreprise est un client comme un autre? Est-ce qu'elle a les mêmes attentes? Est-ce qu'on peut suivre, par exemple, le parcours client en B2B comme en B2C? Et est-ce qu'on peut aussi en mesurer l'impact? Autant de questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Céline Forest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure de ce livre qui s'appelle L'expérience client, la revanche du B2B. Alors justement, pour répondre, peut-être introduire cette problématique qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que l'entreprise, c'est un client comme un autre? Alors, bonne question. L'entreprise, déjà, est composée de personnes, donc potentiellement de plusieurs clients potentiels. Et pour répondre à votre question, si l'entreprise est un client comme un autre, moi, je dis souvent, quand on compare ou quand on oppose le B2B, donc d'entreprise à entreprise, ou du B2C, au particulier, je pense qu'il y a de moins en moins de frontières. Pourquoi? Parce que dans votre vie quotidienne, en tant que particulier, vous avez certains standards en matière d'expérience client. Et quand vous travaillez dans une entreprise, pourquoi ce serait différent en fait? C'est-à-dire que la réactivité que vous avez au quotidien en tant que client particulier, vous allez l'attendre en tant que rapport ou partie prenante avec votre prestataire, avec vos fournisseurs. Donc je pense qu'on peut considérer l'entreprise comme un client comme un autre et également comme partie prenante. Et on y reviendra peut-être, mais j'ai une théorie là-dessus, qui est la théorie des 3C, avec l'entreprise, que j'appelle le corporate, le client et le collaborateur. Et l'entreprise, c'est le centre un petit peu de tout ça et l'alignement de valeurs de ces 3C. Mais on y reviendra, mais parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, je voulais comprendre d'abord, si j'entends bien ce que vous me dites aujourd'hui, en fait, finalement, le niveau d'exigence d'une entreprise et le niveau d'un client particulier, c'est un peu en train de s'aligner, ça devient le même. Oui, alors, effectivement, dans les entreprises de B2B, il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Il y a des contrats qui sont souvent sur du long terme. La grande différence aussi, c'est la multiplicité des interlocuteurs. Dans une entreprise en B2B, quand vous travaillez, vous allez avoir beaucoup d'interlocuteurs. Vous n'êtes pas en relation forcément d'un client ou un client. Il y a le client payeur, il y a celui qui facture, il y a celui qui, le directeur des achats. Enfin, vous avez quand même une multiplicité. Tout un écosystème, finalement. Exactement, tout un écosystème. Par contre, on reste quand même dans des relations, alors on parle de H2H, d'humain à humain, mais on reste quand même dans ces relations, effectivement, de personne à personne, avec des gens qui ressentent des émotions, et donc des gens qui veulent vivre des expériences. Et ça, c'est vrai, même dans l'entreprise, il y a une place pour l'émotionnel aujourd'hui dans l'entreprise, dans une relation d'entreprise à entreprise. Moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que, c'est pas qu'il y a une place, elle est là, l'émotion. Après, c'est comment on la vit. En tout cas, en tant que personne, on a envie de vivre des expériences. Et c'est pas parce qu'on va travailler d'entreprise à entreprise qu'on a envie de vivre des choses différentes de ce qu'on peut vivre dans le particulier. Je pense que c'est un peu terminé tout ça. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y a cette dimension émotionnelle et je suis persuadée qu'il faut la prendre en compte. Est-ce que les entreprises dans le B2B, elles étaient un peu en retard sur ce terrain-là quand même par rapport aux entreprises qui sont en direct avec le particulier? Oui, je pense effectivement, et d'ailleurs d'où un peu le nom de la revanche du B2B dans mon livre. Je pense que le B2B avait un peu de retard dans le sens où c'était une culture pas innée, une culture plutôt orientée financière ou technique. Ce qui est très bien, et c'est d'ailleurs un socle important à garder. Mais effectivement, il y a un retard qui s'est opéré, notamment sur toutes les méthodologies en fait d'expérience client, ne serait-ce que les coûts de client, les parcours clients, vous en parlez tout à l'heure. Effectivement, et les entreprises B2B sont en train de rattraper le retard parce que justement cette frontière, je pense, est de plus en plus poreuse. Je voudrais donner un chiffre, une étude qui est parue qui dit qu'il y a 71% des cadres qui travaillent dans une entreprise en B2B estiment que leurs clients attendent la même expérience que ce qu'ils vivent en B2C. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a cette frontière, en tout cas, c'est les attentes qui sont en train de s'aligner.
Et alors, pour revenir à votre théorie des 3C, est-ce que vous pouvez la pousser un peu davantage, m'expliquer comment il y a les clients, les collaborateurs et le corporate qui s'imbriquent dans cette relation client? Oui, alors, alors déjà la base, le collaborateur et le client. Vous avez sûrement entendu parler de la symétrie des attentions, un concept déposé par l'Académie du service. Et donc moi, je rajoute un 3e C qui est l'entreprise. En fait, un client, il va attendre, enfin en tout cas, il va vouloir travailler avec une entreprise qui partage les mêmes valeurs que lui. Un collaborateur va attendre de son entreprise qu'elle prenne soin de lui, d'être aligné également avec ses valeurs. Surtout aujourd'hui, on voit bien que les nouvelles générations, et pas que les nouvelles générations d'ailleurs, sont en recherche de sens. Donc on voit bien qu'il y a un système de valeurs. Et ce C de corporate, d'entreprise, c'est justement le centre en fait de ces valeurs. Et si on aligne en gros les valeurs du corporate, des clients et des collaborateurs, on est dans ce que j'appelle l'alignement des planètes pour avoir une expérience client réussie. Aujourd'hui, on peut plus se passer de tout ce discours un peu RSE quelque part, quand on parle de valeurs notamment, de raison d'être et tout ça. Et ça implique aussi les relations avec les fournisseurs et les clients. Oui, je pense effectivement, et c'est au cœur des 3C. Je dis d'ailleurs dans mon livre que les jeunes d'aujourd'hui, c'est nos clients de demain. Ouais. Et ça, c'est à prendre en compte parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui, enfin, moi je vois, j'ai des enfants qui sont plutôt petits, et on voit l'importance que ça a pris en fait dans leur vie. Enfin, moi, quand j'étais gamine, je faisais attention, mais pas autant qu'eux. Et ces enfants-là, enfin, demain, c'est nos clients. Et nos collaborateurs aussi, potentiellement. Exactement, et nos parties prenantes. Et si on ne prend pas en compte cette notion d'RSE et d'écologie, on se coupe de la moitié de nos clients, de nos collaborateurs demain. Alors Céline, vous allez rester avec nous et on va poursuivre le débat dans quelques instants. Et on poursuit cette émission avec toujours en plateau Céline Forest, auteure de l'expérience client, la revanche du B2B. Nous a rejoint Julie Dangtran, directrice générale de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour Julie. Bonjour. Et avec nous également en visio, Pierre Dems, qui est le président d'Aube Conseil. Bonjour à vous également. Alors Julie, quand on dirige une entreprise de B2B comme Manutan, quelle importance est-ce qu'on accorde à l'expérience client et quelle place pour l'émotion dans cette expérience alors ? Mais en fait, l'expérience client, on considère que c'est un élément hyper important, voire le plus important dans la satisfaction de nos clients. Et nous, si on regarde un petit peu en arrière sur la place qu'on accorde à ça, déjà, premier point, on estime que ça fait partie de notre culture commune que de satisfaire nos clients. Dans notre culture commune, on a écrit 6 phrases. Ouais. Une de ces 6 phrases, c'est qu'on considère que les entreprises qui durent sont celles qui rendent leurs clients heureux. Dans heureux, il y a un peu d'émotion quand même. C'est pas juste de la satisfaction, il y a de l'émotion. Et en fait, comment est-ce qu'on rend nos clients heureux ? C'est à chaque point de contact avec eux. L'expérience client, c'est chacun des points de contact qu'on va avoir avec nos clients, dans les interactions qu'on va avoir avec lui, dans la transaction, mais pas que. Et c'est en fait la construction de cette expérience qui va faire qu'on va arriver à contribuer à leur bien travailler, qui est un peu notre fil rouge dans la mission en fait qu'on s'est donnée. Et si je fais un parallèle, en fait, c'est toujours bien de faire un parallèle avec le B2C, parce que finalement, c'est un peu un exemple pour le B2B quelque part. En fait, au final, même dans le B2B, c'est des entreprises, mais les personnes qui prennent les décisions d'achat, celles qui choisissent les produits, c'est des personnes comme vous et moi, c'est pas des machines. Donc au final, il y a forcément une dimension émotionnelle et il y a forcément une transposition finalement de ce qu'on veut en tant qu'individu. Et vient se mettre là-dessus en plus des motivations professionnelles. Parce que quand on fait son travail, on veut aussi bien le faire, on veut aussi avoir la reconnaissance, on veut atteindre ses objectifs pour avoir cette reconnaissance. Et donc tout ça vient se mélanger en fait et ça va influer sur les besoins de chaque personne. Et donc, notre capacité en tant que fournisseur à répondre à ces besoins, ça va être notre capacité, finalement, à faire en sorte qu'il ait cette expérience-là, qui va lui être propre, qui va mélanger des objectifs professionnels et des objectifs plus personnels, mais qui vont faire qu'au final, il va apprécier cette expérience, il va l'aimer même, ça va lui procurer, pourquoi pas, du plaisir, même dans son travail. Et la renouveler. Et il va devenir fidèle. Dans l'expérience. Alors Pierre Dems, vous parlez même, vous allez même un tout petit peu plus loin, vous dites l'expérience client, c'est un cercle vertueux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Tout à fait. Bonjour, hein, bonjour à tous et à toutes. C'est un cercle vertueux, en effet, hein, entre à la fois ce que vivent, spécialement en B2B, aussi bien les collaborateurs que ce que vivent les clients, et en effet, hein, comme le disait Céline tout à l'heure, ce que vivent les partenaires. Et en fait, je pense qu'il y a une chose qui est, il me semble, extrêmement importante quand on regarde les bases, finalement, de ce qu'est l'expérience client. On a monté il y a maintenant 4 ans la communauté à Paris et à Montréal ce qu'on appelle le CXPA, qui est le Customer Experience Professional Association, donc l'association professionnelle de l'expérience client, et donc qui donne les fondements finalement de ce joli métier. Et quand on regarde finalement la traduction qu'on a donnée en France de Customer Experience et de l'appeler expérience client est à la base d'une erreur. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on dit I experience something, qui a une signification profonde qui est je vis quelque chose. C'est la traduction directe de I experience something. Que ce soit au Québec ou en France, on ne dit pas beaucoup j'expérience quelque chose. Hein, donc le sens n'est pas le même. Donc plutôt que d'utiliser le mot expérience, c'est tout bébête. Finalement, c'est s'intéresser à ce que vivent les gens. C'est ça. C'est s'intéresser à ce que vivent et ressentent les clients, mais par extension, ce que vivent les collaborateurs et ce que vit l'ensemble de l'écosystème. Donc ça me semble quelque chose qui est essentiel et qui, en effet, s'applique autant au B2B qu'en B2C. Et en effet, quand on parle de ce cercle vertueux, c'est de dire que comment on arrive finalement à ce que cette expérience client et ce ressenti que j'ai de ce qui se passe pour les clients ait un écho pour moi, collaborateur, et que ça mette de nouveau un moteur d'engagement pour pouvoir encore mieux les servir et tout ça en boucle. Donc ça me semble vraiment essentiel, et peut-être j'en profite pour dire une chose pour moi qui est aussi très très vraie en B2B. L'expérience, là vous le disiez Julie, il y a cette notion de client heureux. Quelque part, à mon sens, hein, le client heureux c'est une chose, oui, mais c'est en même temps et avant tout tenir la promesse. Quand on est en B2C, on a beaucoup de promesses, de pubs, de choses qui nous font des promesses de marque. Et en fait, l'expérience, c'est de se dire comment je tiens cette promesse dans un monde où il y a une perte de confiance et qu'on arrive réellement à remettre, finalement, à livrer au quotidien cette promesse. Et bien, c'est très, très vrai aussi en B2B, où il y a de nombreuses promesses qui sont faites. Comment on les tient dans une réunion de travail, entre deux présidents qui sont en train de signer un contrat de 10 millions. Et je peux vous dire que dans ce cas-là, il y a de l'émotion quand on signe ce contrat de 10 millions ou de 10 milliards. Voilà, donc il y a vraiment pour moi ces deux notions. À la fois revenir à la base de ce qu'est l'expérience qui s'applique en B2B, et en même temps cette notion de différenciation par l'expérience qui doit se connecter finalement à nos promesses. Alors, si j'entends bien à la fois ce que disent Pierre et Julie, Céline, il y a quand même toute une multiplicité de points de contact et de parties prenantes. Donc là où effectivement on a une promesse de marque et un consommateur unique dans le B2C, dans le B2B, on a différents intervenants. Vous parliez tout à l'heure, directeur d'achat, service facturation, pourquoi pas direction générale. Comment est-ce qu'on arrive à faire que l'expérience soit la même à tous les niveaux ? En tout cas, la base pour moi de l'expérience client, et encore, que ce soit en B2B ou en B2C, ça va être l'écoute. Pour être orienté client, ouais. Déjà, il faut écouter nos clients et nos parties prenantes. Donc déjà, quand on parle d'engagement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les engagements qu'on va prendre et la promesse qu'on va prendre avec nos clients, il ne faut pas les faire dans notre coin. Il faut les construire avec nos clients, nos parties prenantes, notre personnel qui est sur le terrain, qui est au plus près, voilà, déjà pour que ça corresponde au plus près des attentes finalement des clients et des parties prenantes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il n'y a pas un parcours client en B2B. Je ne pense pas qu'il y a un seul parcours client. Il y a plusieurs parcours clients. Déjà parce que quand vous travaillez dans une entreprise de B2B, il est possible que vous ayez différents types de clients. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps avait des clients en industrie, en collectivité, en habitat. Je veux dire, vous avez plusieurs types de clients, vous l'avez dit. Vous avez plusieurs types d'interlocuteurs. Donc, il y a plusieurs parcours clients. Après, dans les engagements, dans les promesses, ça peut être des promesses qui sont sur de la qualité de service.
Et ça, j'ai envie de dire, peu importe l'interlocuteur, le fait de se dire qu'on a une posture empathique, par exemple, que vous discutiez avec le directeur des achats, que vous discutiez avec le facturier, enfin peu importe, cette posture, c'est une promesse qui peut être appliquée à tous. Après, sur le comment, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. On est bien dans des changements culturels et c'est long. Et d'autant plus dans une entreprise, effectivement, B2B, où il y a, comme vous l'avez dit, une multiplicité d'interlocuteurs. Et là, c'est là où c'est le plus gros du travail. Il est là, il est dans l'accompagnement culturel. Et ça passe évidemment par des formations, mais pas que. Et d'où l'importance d'aller co-construire avec les clients et les parties prenantes. C'est ce qui va permettre aussi de redonner du sens. Et vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure, de redonner du sens aux collaborateurs. Pourquoi ? Parce que le client, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même la seule chose qui rassemble tout le monde dans l'entreprise. Vous êtes une réunion, vous n'êtes pas d'accord sur un point, il suffit de remettre le client ou de parler du client. Ah bah oui, c'est vrai. Et là, tout le monde s'aligne parce que le client, c'est la personne qui rassemble. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait vivre quand même une entreprise. Voilà. C'est la finalité, le client, Julie ? C'est la raison d'être de toute entreprise, je pense, sincèrement. Après, pour compléter peut-être un petit peu sur cette thématique-là, c'est vrai que la complexité finalement de vraiment bien répondre à chaque client qu'on adresse dans le B2B, elle est grande parce qu'on a les secteurs d'activité, on a les tailles d'entreprise. On va pas avoir... Nous, on a la particularité chez Manutan d'adresser en fait toutes les tailles d'entreprise, du très grand groupe, comme celui pour lequel vous avez travaillé, Céline, à la TPE, PME, qui va plutôt avoir un comportement B2C. Donc, il y a une personne dans un très grand groupe, quand il va vouloir passer une commande, il n'aura pas du tout les mêmes attentes qu'une PME, qu'un gérant de PME ou qu'une assistante de direction de PME, parce qu'il va avoir une solution d'achat interne, e-procurement. Il va falloir qu'il fasse valider ses demandes d'achat avant que ça se transforme en commande. Va y avoir tout un... Oui, le process n'est pas le même, en fait. Le process n'est pas le même, et donc, du coup, ses attentes ne seront pas les mêmes. L'approvisionneur dans un grand groupe, il va vouloir avoir accès au passage de la commande facilement. Une fois qu'il a passé sa demande d'achat, il va vouloir suivre son workflow d'approbation. Il va vouloir savoir où en est sa commande, savoir si elle a été livrée, etc. Alors que l'utilisateur du produit, par exemple dans l'entrepôt, qui aura acheté une échelle ou une chaussure de sécurité, lui, en fait, son besoin, ça va être de trouver le bon produit, de le choisir, que le produit, il ait la bonne marque, parce que il y a quand même aussi un aspect de reconnaissance, que ce soit la bonne qualité par rapport à son usage. Et donc, du coup, quand on commence à regarder ça sous cet angle-là, effectivement, il y a plusieurs parcours clients. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche par persona. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va dire les personas avec lesquels on a une interaction, il y en a 7 ou 8. Donc, on va avoir le directeur des achats, l'approvisionneur, l'utilisateur, l'assistant de direction. Donc, on va mapper ces personas-là et en fait, on décrit des parcours clients qui sont spécifiques à chacune de ces personnes et on va travailler en fait chaque étape du parcours client en fonction de ça. Et puis, pour terminer, peut-être revenir vraiment aux basiques de notre métier. Nous, on est un distributeur avec une proposition de valeur bien particulière en fonction de la taille d'entreprise aussi, parce qu'on n'est pas la même chose pour un très grand groupe et pour une petite entreprise. Mais notre métier, c'est de faire en sorte que les clients trouvent leurs produits et qu'on leur livre selon la promesse qu'on leur a faite. Et donc, ces deux aspects-là, c'est là-dessus qu'on se focalise. C'est ce qu'on appelle le discovery, trouver le produit, le sélectionner et le mettre au panier, enfin l'acheter. Et delivery, qui est je livre à la date que j'ai promise quand j'ai confirmé la vente et en conformité avec ce qu'attend le client. Pierre Dems, est-ce qu'une bonne expérience client, ça constitue un levier de performance pour une entreprise ? Je crois qu'aujourd'hui, on a en effet, et je crois que chacun autour de la table peut en témoigner, aujourd'hui, on se rend compte en effet de l'impact direct sur beaucoup de choses différentes. À la fois, bien sûr, sur, on en parlait, non seulement la loyauté et le fait d'être ambassadeur, et quand on est en B2B, ambassadeur, c'est même ambassadeur au sein de la même entreprise cliente, où justement on peut recommander de par l'attachement, c'est bien ça le sujet, c'est de créer cet attachement émotionnel qui fait que, oui, j'ai envie de travailler avec eux et de continuer à travailler avec eux dans cette relation de confiance. Donc naturellement, ça crée finalement
un lien avec un développement, je dirais, de chiffre d'affaires. Après, c'est aussi beaucoup une réduction de coûts sur toute la partie en soi des problèmes qu'il peut y avoir. Donc, comme justement, on est en écoute et en boucle continue de compréhension de ce qu'il ressent, quelque part, on vient, je dirais, éviter tout ce qui pourrait derrière nous coûter éventuellement cher en traitement de problème. Donc, c'est aussi là une réduction de coûts. Et pour moi, ce qui est encore plus important, et spécialement dans le contexte actuel, et vous le disiez toutes les deux, il y a cette notion de l'engagement des personnes. Et on a travaillé, voilà, et dans vos organisations, mesdames, j'imagine c'est des choses que vous avez vécues, mais le fait de travailler concrètement, en effet, dans un atelier pour bâtir autour de personas, sur des parcours, qu'est-ce que vivent nos clients et faire travailler des collaborateurs pour bâtir cette nouvelle expérience, la construire ensemble, mais c'est un moteur d'engagement, d'envie dans un monde où quelque part actuellement tout est un petit peu voilà, bloqué, voilà, mais tout d'un coup on se projette, enfin on se reprojette vers quelque chose de positif. L'expérience client, pour moi c'est la grosse différence avec toutes les notions de qualité de service, où qualité de service souvent on est plus à enlever des irritants. L'expérience client a cette beauté d'être une notion positive qui va stimuler les collaborateurs, leur donner envie d'aller encore plus loin pour livrer un certain nombre de choses. On n'est pas dans un monde de contrôle, on est dans un monde d'innovation et d'arriver à trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour faire plaisir aux clients. Et peut-être une dernière chose sur ce point, je pense profondément que le fait d'avoir des responsables expérience client dans les entreprises n'est qu'un passage. Pourquoi ? Parce que quand la culture est profondément là, où je ressens dans une réunion, là en B2B encore une fois, où on est 4-5 autour de la table, et que je ressens, il y a quelque chose qui se passe pas bien, ou une chose, et que j'arrive à me mettre en empathie, à m'adapter, à revoir et tout ça, j'ai pas besoin finalement de quelqu'un qui me coordonne tout ça. Ça va devenir culturellement intégré dans l'organisation et dans mes pratiques quotidiennes. C'est ça. Si ça change pas la vie des clients au quotidien, c'est pas de l'expérience client. Et ça, c'est vrai en B2C comme en B2B. Donc je pense que c'est en tout cas une notion qui me semble essentielle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises s'y mettent. Mais voilà, encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin que simplement se dire je fais de l'écoute et je crée des expériences. C'est une transformation, c'est mettre en place des pratiques de management de l'expérience client en termes que ce soit de culture, de mesure, de stratégie, d'écoute, de co-création, d'innovation. C'est vraiment une façon différente d'aborder l'entreprise et de prendre des décisions au sein de l'organisation. Et c'est vrai aussi bien en B2C qu'en B2B, à mon sens. Céline, est-ce qu'on peut mesurer l'impact de tout cet engagement, toute cette énergie qu'on déploie pour avoir au final un client heureux ? Oui, alors justement, le point de la performance, je pense qu'il est essentiel, surtout dans une entreprise de B2B. Parce que souvent, l'expérience client est considérée ou a été considérée selon l'entreprise comme un centre de coût. Et clairement, il n'y a pas une équipe d'expérience client, je pense, aujourd'hui, qui vous dira oui, on n'a pas été à un moment donné considéré comme un centre de coût, parce que dès qu'il y a une crise, souvent, malheureusement, c'est ces directions-là qui sont touchées. Donc effectivement, ce point, il est essentiel, alors même qu'il y a une étude d'ailleurs qui date de 2018 qui dit que les entreprises qui sont très fortes en expérience client ont des revenus 2,5 fois plus supérieurs que les entreprises standards. Et donc du coup, pour répondre à votre question, sur cette notion déjà de performance, il est important de pouvoir démontrer par des quick wins l'apport que ça peut avoir en termes financiers. Et j'insiste, dans des cultures d'entreprises B2B qui sont très techniques ou financières, il faut montrer l'apport que ça a. Alors comment ? Déjà, quand on met en place des indicateurs d'expérience client, alors comme le NPS, le Net Promoter Score, qui est un des indicateurs standards, déjà, la préconisation, c'est de le mettre comme indicateur de suivi, au même titre qu'un indicateur de rentabilité ou de financier, et d'arriver à voir que les endroits ou les sites qui ont un NPS élevé, comme par hasard, c'est là aussi où on a des indicateurs financiers qui sont plutôt élevés. Et puis, comme par hasard, c'est là aussi où on a des taux d'engagement de collaborateurs qui sont aussi élevés. Et c'est intéressant d'arriver à mesurer et de suivre au même niveau ces indicateurs de satisfaction client que des indicateurs en miroir. On est encore sur la symétrie des attentions. En fait, généralement, les endroits ou les sites, puisque ça se passe au niveau plutôt local, où les équipes sont engagées dans des démarches d'expérience client, nous avons des indicateurs de satisfaction client élevés et des indicateurs de collaborateurs élevés. Et c'est comme ça, effectivement, que la culture client et qu'on va pouvoir
arriver à engager en fait les parties prenantes et de l'entreprise et en interne. Et j'espère effectivement qu'un jour, on n'aura plus besoin de personnes qui font l'expérience client. Voilà. Bon, je pense que c'est pas demain la veille, hein, mais ça viendra. Mais ça viendra. Julie, moi j'ai déjà entendu Céline raconter l'histoire de la chaise vide dans certaines entreprises pour représenter le client dans des comex par exemple chez Air France. Comment est-ce que vous remettez, vous, ce client qui finalement peut rester abstrait parce qu'il est multiple, comment est-ce que vous arrivez à le replacer au cœur de vos attentions et au centre de vos attentions tous les jours? Oui, alors c'est une vraie question et c'est un vrai enjeu. Parce que même si on a le sens de la culture client qui fait partie de notre ADN, comme c'est quand même le cas chez nous, c'est la déclaration d'intention. Tout le monde doit agir pour le client et comprendre la portée de son action sur l'expérience client. Peut rester à la déclaration d'intention si elle n'est pas concrétisée par quelque chose, par finalement une véritable action individuelle. Et alors la chaise vide, moi je trouve que c'est un peu un gimmick. Enfin voilà, je trouve que oui ça peut, mais en fait ça va jamais faire en sorte que chacun pense au client dans chaque action qu'il met en place. À tous les niveaux de l'entreprise. À tous les niveaux de l'entreprise, ouais. Parce que nous en fait on a essayé plein de choses. Donc on a essayé des choses très pragmatiques. Donc par exemple, on a un programme qui s'appelle les héros du quotidien, c'est de l'amélioration continue. Et en fait, c'est nos équipes qui sont en contact avec le client, ou pas d'ailleurs, mais qui remontent des douleurs clients, qui vont dire, bah là, j'ai cet exemple, comment on fait pour le résoudre? Et comme vous disiez, c'est eux qui réfléchissent en équipe sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là pour apporter une expérience client supérieure. Ça fonctionne sur des petites choses, sur des quick wins. En revanche, quand on veut faire une transformation plus systémique, plus en profondeur, et qui s'inscrivent dans la durée, pour qu'à terme, on n'ait plus de directeur de l'expérience client dans l'entreprise, il faut quand même passer par cette étape-là, qui est quelque chose que nous, on est en train de faire. Alors, c'est vrai que dans les crises, en général, nous, on a fait le contraire, en fait. On vient de créer une cellule expérience client, là, juste il y a 3 mois, parce qu'au contraire, on se dit, on a cette base-là qui est assez forte, et on se dit, c'est le moment, en fait, de transformer vraiment l'essai et d'en faire une vraie transformation culturelle jusqu'au bout. Parce que effectivement, ça a un impact. Alors là, à 100% sur le fait que ça a un impact sur l'engagement. Nous, en fait, on mesure le Net Promoter Score et on a un score qui s'appelle le With Love Employees qu'on mesure 1 fois par an. Et dans les filiales, il y a une corrélation parfaite entre les 2 courbes. Quand il y en a un qui monte, l'autre monte. Ouais, c'est impressionnant. Et juste pour revenir sur ce qu'on est en train de faire, en fait, pour concrétiser ça au niveau de chaque métier, que ce soit les métiers de la logistique, mais aussi, pourquoi pas, la finance, les RH. En fait, on a défini 2 objectifs en lien avec l'expérience client. Le premier, c'est écrire une expérience client parfaite. On met l'ambition. Hein. Et le deuxième objectif, c'est être centré client à chaque instant. Et en fait, on a demandé à chaque direction de traduire ça en key result. En fait, c'est la méthode OKR, qui est une méthode assez classique. Et de dire, pour toi, pour ton département, ça veut dire quoi faire une expérience client parfaite ou être centré client? Et donc, je vais prendre un exemple. Pour un DRH, comment ça pourrait se traduire? Ça pourrait être de dire, tous les profils que je recrute dans les métiers, ils sont orientés clients et ils ont le sens du service. Okay. Comment je mets ça en place? Dans mon processus de recrutement, à un moment donné, je vais avoir un test où je vais avoir des questions sur ce sujet-là pour vérifier qu'on a un bon fit. Ça, c'est un exemple vraiment hyper concret. Dans l'entrepôt, même chose. Je pourrais dire, moi, mon key result à l'entrepôt, c'est de ne plus avoir une seule réclamation sur la taille des cartons. Parce que c'est quelque chose qui remonte chez nous régulièrement. Et comment je fais? Voilà. Et donc, de décliner ça en actions vraiment hyper concrètes pour chacune des directions, parce que c'est là, en fait, où on transforme l'essai, en fait, et où chacun s'approprie finalement l'expérience client à son niveau. Merci beaucoup, Julie Dangtrang. On arrive donc au bout de cette émission, directrice générale de Manutan France. Céline Forest, auteure donc de l'expérience client, la revanche du B2B. Et avec nous également en visio aujourd'hui, Pierre Dems, président de Aube Conseil. Merci aussi d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Smart at Work. À très vite.